En 1952, Bill Ramsey était un petit garçon solitaire et imaginatif de 9 ans, et il passait souvent ses journées à réinventer les histoires romanesques qu'il avait vues au cinéma, se donnant toujours le rôle du héros. Un samedi après-midi, après avoir regardé des films sur la Seconde Guerre mondiale, il courut dans son arrière-cour, espérant avoir le temps de jouer avec ses petits soldats avant la nuit. Il venait tout juste d'installer ses bonhommes près de la barrière du jardin, quand soudain, une vague de froid le submergea, et brusquement glacé, il se mit à trembler. Au même moment, une odeur abominable lui donna la nausée et il dut se retenir pour ne pas vomir. Quelques années plus tôt, un tuyau des égouts avait lâché dans sa rue et il n'avait jamais rien senti d'aussi mauvais que les gaz qui s'en étaient échappés. Eh bien l'odeur était la même. Bill resta un moment immobile, troublé, puis il commença à avancer vers la ruelle, les yeux fixés sur les premières étoiles. Quelque chose avait changé et il avait peur. Des images de loups traversaient son esprit qu'il ne comprenait pas. Soudain, il entendit sa mère l'appeler depuis la maison. Mais au lieu de le rassurer comme elle aurait dû le faire, sa voix l'agaça, et il songea que personne ne le connaissait vraiment. L'enfant voulut se retourner, mais dans sa précipitation, le bout de sa chaussure percuta le poteau de la clôture et il s'étala sur le sol. Il était en train de se relever, quand soudain, une rage démentielle s'empara de lui. Grognant comme une bête, il se tourna vers le pilier, qui était profondément ancré dans le sol, et l'arracha si violemment que des morceaux de terre volèrent jusqu'au porche. 3 hommes auraient eu du mal à le déraciner, mais ils l'avaient soulevé comme un rien. Stupéfait, ses parents qui l'observaient depuis la fenêtre sortirent précipitamment dans le jardin, et ils coururent vers lui. Bill tenait toujours le poteau dans ses mains, et il le balançait négligemment au-dessus de sa tête, faisant flotter les morceaux de fil de fer encore cloués au bois comme un sinistre drapeau. Quand ils lui crièrent de lâcher le pilier, le garçon le jeta immédiatement à terre, puis brusquement, il se mit à genoux et commença à déchirer le grillage avec ses mains et ses dents, ignorant la morsure du métal qui lacérait sa chair. Son père tenta alors de l'éloigner de la clôture, ce qui était une entreprise difficile vu la force incroyable dont il faisait preuve. Puis sa mère se mit à pleurer, et en l'entendant, Bill sembla soudain reprendre ses esprits. Il lâcha les fils de métal, se tourna vers eux, mais contre toute attente, il retroussa ses lèvres et se mit à grogner. Ses mains et sa bouche étaient rouges de son sang. Horrifiés, ses parents se mirent alors à courir vers la maison. En arrivant sous le porche, sa mère trébucha, et aussitôt son père s'arrêta pour l'aider à se relever. Se penchant pour la soulever, il regarda vers l'arrière, mais la créature qu'il aperçut ne ressemblait en rien à son fils. Elle avait la forme d'un loup. Terrifiés, ils se précipitèrent à l'intérieur et refermant la porte derrière eux, ils abandonnèrent l'enfant aux ténèbres. Au bout d'un moment, Bill sentit l'étrange froideur quitter son corps et il se dirigea vers la maison, bien conscient que quelque chose de terrible venait de se passer. Ses parents ne comprenaient pas vraiment ce qui lui était arrivé et ils ne savaient pas comment réagir, mais comme il semblait être redevenu lui-même, ils en conclurent que sa crise n'avait été qu'un regrettable incident et ils décidèrent de ne plus en parler. L'incident devint alors un secret de famille et personne n'y fit plus jamais allusion. En 81, Bill Ramsey était un charpentier de 38 ans qui a habité une petite station balnéaire de l'Essex avec sa femme Nina et leurs 3 enfants. 30 ans s'étaient écoulés depuis sa crise, mais elle ne s'était jamais reproduite et il n'y pensait que rarement. Un jour, à la fin d'une semaine de travail particulièrement harassante, Bill somnolait à l'arrière d'un van appartenant à l'un de ses coéquipiers. Quand soudain, il se mit à grogner et se jetant sur l'un de ses camarades, il chercha à le mordre. Au début, l'homme crut qu'il plaisantait. Puis il sentit ses dents se planter violemment dans sa jambe et une sourde terreur l'envahit. Quand il reprit ses esprits, Bill ne se souvenait de rien, mais lui montrant les traces de morsures sur son mollet, l'homme lui expliqua qu'il avait eu l'impression d'être attaqué par un chien sauvage. Ses collègues, qui le pensaient fatigué, lui promirent de ne jamais en parler à personne, et s'il leur en fut reconnaissant, Bill ne se sentit guère rassuré. L'incident lui rappelait furieusement celui de son enfance, et comme l'idée l'inquiétait, il la chassa aussitôt de son esprit, se répétant qu'il n'y avait probablement aucun rapport entre les deux, et tentant de le croire. 2 ans plus tard, le lundi 5 décembre 83, Bill Ramsey rentrait chez lui en voiture quand soudain, une violente douleur lui vrilla la poitrine. Voulant éviter un accident, il s'empressa de garer son véhicule le long d'un trottoir, mais comme le phénomène s'amplifiait, il finit par suspecter une crise cardiaque et se remit en route, se dirigeant vers l'hôpital. En arrivant sur le parking, il sortit de sa voiture, couvert de sueur, mais au même moment,
un élancement douloureux courut de sa poitrine à son bras droit et il s'effondra contre la portière. L'entrée des urgences lui paraissait désespérément lointaine, mais il s'efforça néanmoins d'avancer, un pas après l'autre. Il aurait voulu appeler, mais il ne s'en sentait pas capable. Au moment où il atteignait l'entrée, un froid glacial lui traversait les jambes et le torse, et immédiatement le souvenir de ses crises lui revint à l'esprit. Priant pour que rien de tel ne se produise, il poussa la porte du service et les 2 infirmières de garde se levèrent immédiatement. L'une d'elles se précipitant vers lui, pendant que l'autre se mettait à courir. Après l'avoir installé sur un brancard, elles le poussèrent dans un long couloir jusqu'aux salles de soins, puis elles commencèrent à l'interroger en attendant l'arrivée du médecin. Bill répondait patiemment à leurs questions, quand soudain, il sentit un frémissement familier dans son ventre, puis ses mains se recourbèrent, se transformant en griffes, et retroussant ses lèvres, il se mit à grogner. Ce grognement était d'une telle intensité qu'il sembla résonner dans la pièce pendant 2 bonnes minutes. Les 2 infirmières firent rapidement un bond en arrière, le regard plein d'effroi, et se redressant brusquement, Bill tenta d'attraper la plus proche, qui l'évita de justesse et le repoussa fermement sur son lit. Furieux, il poussa alors un rugissement terrifiant, et saisissant le bras de l'infirmière, il enfonça violemment ses dents dans sa chair, jusque sous le coude, lui arrachant un hurlement de douleur. Dans l'affolement, sa camarade lui donna une gifle, espérant lui faire lâcher prise, mais le goût du sang remplissa déjà sa bouche, et Bill s'accrocha encore un peu plus à sa proie. Terrifiée, la jeune femme s'enfuit dans le couloir et se mit à crier aussi fort qu'elle le pouvait. Au même moment, un jeune policier qui s'arrêtait régulièrement à l'hôpital pendant ses rondes prenait un café dans la salle d'accueil des urgences et il discutait avec un interne, quand soudain, un terrible hurlement s'éleva du fond du couloir. L'interne se mit aussitôt à courir et le policier le suivit. Des bruits sourds parvenaient maintenant jusqu'à lui, qui était accompagné par les cris des 2 femmes qui résonnaient de concert. En arrivant à la porte, il se dépêcha de passer devant l'interne et il aperçut, accroupi dans un coin, un homme à l'air hagard qui tenait 2 infirmières à distance. De la sueur dégoulinait sur son visage déformé et dans ses yeux brillait une lueur sauvage. Enjambant une chaise brisée, le policier s'approcha de l'homme qui se mit à grogner dans sa direction. Il progressait lentement, prudemment, et l'interne suivait ses pas. Soudain, l'homme s'empara d'une chaise, qu'il jeta aussitôt à travers la pièce, et se ruant sur le policier, il l'attrapa son bras et tenta de le mordre. Après une lutte farouche, ils parvinrent à l'attacher sur une civière sanglée. Ils avaient eu de la chance. L'homme était si fort qu'il avait eu énormément de mal à le maîtriser. Et maintenant encore, il se débattait si violemment qu'il soulevait littéralement la civière du sol, menaçant de briser ses liens à tout instant. Un médecin se présenta enfin, qui ordonna une injection de thorazine, et l'homme sombra dans l'inconscience. Bill reprit conscience dans l'ambulance qui le conduisit à l'asile psychiatrique. Il ne se souvenait de rien. Mais en se voyant sangler, une pensée s'imposa à lui. Cette fois, il avait tué quelqu'un. Les médecins le gardèrent plusieurs jours à l'hôpital, lui faisant passer divers examens, et comme aucun ne parvenait à trouver la raison de ses crises, ils le laissèrent repartir sans lui donner de traitement. Bill retourna alors chez lui, complètement anéanti. Il était devenu la risée du quartier. Il se sentait honteux, dégoûté et perplexe. Son plus grand regret était de ne pas connaître la cause de son trouble et par conséquent, de ne rien pouvoir faire pour lutter contre. Alors, comme personne ne pouvait lui expliquer pourquoi elle se comportait d'une telle manière, il se mit à chercher. Aidé de sa femme, il commença à analyser son alimentation, se demandant s'il n'était pas allergique à quelque chose, s'il ne prenait pas trop de sel, etc. Il dévora ensuite les livres de médecine de sa sœur, qui suivait des études d'infirmière, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, qui puisse expliquer son état. Mais ce fut en vain. Avec un peu de recul, il allait trouver son attitude ridicule, mais sur le moment, il était désespéré et prêt à tout. Bill pensait vivre un calvaire, mais le pire restait encore à venir. Le 22 juillet 87, Nina reçut un appel l'informant que son mari avait pratiquement tué un agent de police et qu'il prétendait ne pas s'en souvenir. L'histoire pouvait sembler étrange, et pourtant, il ne mentait pas. Ce jour-là, la chaleur était écrasante. Il se rappelait avoir rencontré certaines connaissances qu'il n'avait pas vues depuis longtemps, et avait bu quelques bières en leur compagnie. Au moment de retourner chez lui, il avait eu peur d'être arrêté pour conduire en état d'ivresse, et il avait choisi de suivre une route où il ne risquait pas de rencontrer trop de policiers. Soudain, apercevant une prostituée à l'angle d'une rue, il avait eu cette folle idée qu'elle ne devait pas faire cela, et qu'il devait l'en empêcher. Il l'avait alors attrapée et mise dans son van, avant de la conduire au poste de police où il ne voulait pourtant pas aller. La jeune femme, qui était terrifiée, l'avait alors traité de fou,
Et il ignorait si elle avait eu une prémonition ou si elle avait pu lire son visage, mais en arrivant devant le poste de police, elle avait précipitamment ouvert la porte du van et s'était précipitée à l'intérieur du bâtiment. Bill ne se souvenait pas de la suite des événements, mais les policiers qui étaient de garde à ce moment-là n'étaient pas prêts de les oublier. Une femme était rentrée dans la pièce en criant qu'il y avait un homme dehors qui grognait et hurlait comme un chien. Les policiers étaient alors allés à sa rencontre et il avait demandé à Bill de les suivre, mais une fois dans les bâtiments, il était devenu furieux et il avait commencé à se comporter comme un loup. Durant sa crise, il avait violemment agressé le sergent Terry Fisher, un officier de police qui faisait bien 1m80 et 90 kg. Le faisant voler dans les airs comme un mannequin de paille et le blessant si grièvement qu'il dut prendre sa retraite anticipée. Il n'avait pas fallu moins de 6 agents pour arriver à le maîtriser et l'amener jusqu'à la cellule où il avait été enfermé. Durant sa détention, grognant de menaçante manière, Bill réussit à passer la tête et un bras à travers la petite fenêtre de sa cellule et il tenta à plusieurs reprises d'attraper les hommes qui passaient à sa portée. L'inspecteur Belford était présent ce jour-là. En quelques minutes, Bill Ramsey a réussi à passer on ne sait comment sa tête et son bras droit par la lucarne de la porte. Il était hargneux, grogné, et sa main avait la forme d'une griffe. Si quelqu'un tentait de s'approcher de lui, il bondissait avec sa main griffue et tentait de le mordre. Ses lèvres étaient retroussées, il montrait ses dents, et je ne peux me souvenir avoir dit dans les rapports que j'ai remplis qu'il avait l'apparence d'un chien fou. Il était évident que nous ne pouvions nous approcher de Bill Ramsey ou songer à lui faire sortir sa tête et son bras du trou. Aussi, avons-nous appelé les pompiers. Et ils ont décidé que le seul moyen de le faire sortir de là était d'enlever le métal autour de l'ouverture. La tête de Bill était coincée, mais il fallut néanmoins l'endormir pour permettre aux pompiers de l'approcher. Tous les hommes présents furent fortement impressionnés par son attitude. Toujours selon l'inspecteur Belford, après avoir vu la griffe et les morsures et entendu les grognements, nous avons commencé à associer Bill Ramsey à l'idée qu'il était un loup-garou. C'était, sans aucun doute, une expérience effrayante. J'ai été policier pendant 35 ans. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, et je ne suis pas prêt de le revoir. Nous avons été témoins de quelque chose de surnaturel. Les médecins de l'hôpital, où Bill fut conduit par la suite, pratiquèrent une série de tests pour déterminer la cause de son étrange comportement. Ils éliminèrent rapidement la schizophrénie, la psychose, l'épilepsie, et un scanner leur apprit que son cerveau ne montrait aucune activité anormale. Ils en conclurent que le patient avait agi ainsi à cause de l'alcool qu'il avait ingurgité. De son côté, Bill ne comprenait pas ce qui lui arrivait et il déprimait. Ed et Lorraine Warren, les deux célèbres enquêteurs du paranormal, habitaient une petite ville dans le Connecticut. Ils avaient découvert l'existence de Bill Ramsey à travers les tabloïds et d'une inexplicable manière, Lorraine avait immédiatement ressenti une étrange connexion entre elle et cet homme. Peu de temps après, ils eurent l'occasion de suivre une émission de télévision qui parlait du loup-garou de Londres. Des témoins racontaient leur rencontre avec la bête, et Bill y apparaissait en personne, répondant aux questions des journalistes. En l'écoutant parler, Lorraine comprit qu'il avait, désespérément, besoin de son aide. Pourtant, et même s'ils se sentaient fascinés par toute l'histoire, ils restaient sceptiques. Ils enquêtaient sur des phénomènes surnaturels depuis 40 ans, et jamais ils n'avaient vu le moindre loup-garou. Troublés, Ed et Lorraine Warren décidèrent alors de mener une enquête. Ils firent un court voyage en Californie pour y rencontrer les producteurs de l'émission, et convaincus par leurs témoignages, ils se rendirent ensuite à Londres pour interroger les témoins et les agents de police qui avaient été confrontés aux lycanthropes. À cette occasion, ils firent la connaissance du sergent Peter Hamilton, un homme qui connaissait bien Bill Ramsey et la nature de son problème. Monsieur Hamilton leur raconta alors l'étrange histoire de Bill et l'incident dont il avait été victime étant enfant, leur expliquant qu'il était probablement la raison de sa mystérieuse affection, et les Warren en conclurent que la police, la science, les psychiatres et les psychologues n'avaient pas réussi à traiter Bill car il n'était pas malade. Il était possédé. Ed expliquait sa possession ainsi. Un loup-garou est une personne qui est possédée par l'esprit du loup, ce qui est arrivé à Bill. Cette chose avait totalement pris le contrôle de son corps physique, et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Un loup-garou n'est pas une personne qui a soudain des poils qui commencent à pousser. Les mains de Bill étaient des griffes d'une manière surnaturelle. Tout le monde peut faire ça, mais pas de la manière dont il le faisait. Ses dents dépassaient, ses lèvres se troussaient et son front prenait les caractéristiques d'un loup. En vérité, les officiers de police avec qui nous avons parlé nous ont tous dit qu'il était un loup, pas un homme. Pour Ed et Lorraine Warren, Bill avait besoin d'un exorcisme, mais quand ils le contactèrent pour lui en parler, Bill se montra sceptique quant à leur motivation et il refusa de les écouter. Loin de se décourager, Ed et Lorraine insistèrent, proposant même de lui payer, à lui et à sa femme Nina, un voyage dans le Connecticut pour qu'ils y rencontrent Monseigneur Richard McKenna, mais ils ne voulaient pas en entendre parler. En fait,
il les pensait un peu cinglés. Ils n'avaient aucune confiance en eux, et s'ils voulaient vraiment trouver un remède, Bill ne pensait pas qu'un exorcisme puisse l'aider en quoi que ce soit. Nina, qui n'était pas du même avis, lui rappela alors ses nombreuses et vaines tentatives en lui assurant qu'il n'avait rien à perdre et elle réussit à le convaincre. Bill n'avait aucun espoir, mais se montrant philosophe, il déclara que si l'exorcisme ne donnait aucun résultat comme il le pensait, au moins il verrait l'Amérique. Bill et Nina mirent alors au point leur voyage pour le Connecticut avec un mélange d'appréhension et de scepticisme. En fait, ils étaient terrifiés. Que se passerait-il si Bill faisait une crise dans l'avion? S'il tuait le pilote? Toutes ces questions tournaient inlassablement dans leur tête, mais ils avaient déjà leurs billets et leur passeport, et le jour venu, ils prirent l'avion comme prévu. Le voyage se déroula sans aucun incident notable, mais à peine arrivé à l'hôtel, Bill fut victime d'une brève mais très violente crise, et se retournant contre sa femme, il faillit lui prendre la vie. Le 28 juillet 89, Monseigneur McKenna avait déjà effectué plus de 50 exorcismes, dont 20 avaient réussi, et il s'apprêtait à officier à nouveau. Ce jour-là, se trouvaient assis dans l'église Ed et Lorraine Warren, Nina Ramsey, John Zaffis, un enquêteur du paranormal, et 6 policiers en civil équipés de pistolets paralysants. Cette précaution avait été jugée nécessaire, car si Bill attaquait l'évêque au cours de l'exorcisme, il pouvait se révéler dangereux. Étaient également présents David Alford et John Cleve, écrivain et photographe au journal The People, qui payait le séjour de Bill Ramsey aux États-Unis en l'échange d'une exclusivité. En rentrant dans l'église, Bill commence à s'agiter, mais il accepta néanmoins de s'asseoir dans le fauteuil qui lui était destiné, juste en face de l'autel. À ce moment-là, il n'avait pas beaucoup d'espoir. Il trouvait cette cérémonie ridicule, et il pensait qu'elle ne changerait rien à son problème. Monseigneur McKenna s'approcha alors de lui, puis il dit quelques mots en latin, et Bill commença à changer. Monseigneur McKenna prit alors l'étole qu'il portait autour du cou, et s'avançait vers le possédé. Il la posa sur son visage. L'évêque est venu vers moi avec l'écharpe violette qu'il portait autour du cou. Il me l'a mise sur mon visage, et quand il l'a posée, c'est comme s'il m'avait frappé avec un marteau. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après ça. D'après Lorraine Warren, témoin des événements, j'étais juste derrière Bill Ramsey avec Nina. Soudain, les muscles du bras de son cou se sont élargis. Ses oreilles ont recommencé à pointer, et il s'est mis à hurler. Alors ses mains sont devenues des griffes d'une telle manière qu'aucune main humaine n'aurait pu imiter. Le prêtre a pris la tête de Bill entre ses mains, et il a ordonné au démon de le laisser tranquille. Il était en train de faire le signe de la croix sur son front et sa poitrine quand soudain, Bill s'y mit à trembler sur sa chaise. Ses lèvres sont retroussées, ses dents sont avancées, et il a tenté de le mordre. Mais c'était comme s'il y avait une barrière invisible entre lui et l'évêque McKenna. 2 des policiers sautèrent immédiatement de leur siège pour tenter de maîtriser le possédé. Mais Monseigneur McKenna leur ordonna de retourner à leur place et ils se rassirent. L'évêque sortit alors un crucifix de sa soutane, mais quand il voulut l'appliquer sur le front de Bill, il devint fou furieux. Se levant précipitamment de sa chaise, il se mit à grogner contre l'évêque, prêt à se jeter sur lui, et Monseigneur McKenna se replia rapidement derrière l'autel. Les yeux hagards, Bill s'avança alors vers le prêtre, qui se dressait devant lui, immobile. Brandissant sa croix et récitant des mots en latin, Monseigneur McKenna s'adressa au démon qui semblait posséder le malheureux. « D'où viens-tu? Qu'est-ce qui te retient ici? Arrière, Satan! Laisse-le tranquille !» Soudain, pris de faiblesse, Bill recula lentement et il se laissa retomber sur sa chaise. Son corps qui était glacé commençait à se réchauffer et son désir d'attaquer le prêtre s'estompait peu à peu. Tout en continuant à psalmodier en latin, Monseigneur McKenna s'approcha de lui et Bill comprit que quelque chose venait de se produire. Le poison avait été extirpé de son corps. Il se sentait extrêmement faible et quand il se retourna pour regarder sa femme, ce petit mouvement lui fit tourner la tête. Il s'agrippa à sa chaise aussi fort que possible, laissant Monseigneur McKenna repousser le démon de ses mots en latin. Bill sentait la puissance du loup-garou glisser hors de lui. Un léger bruit retentit dans sa poitrine. Il regarda ses griffes, mais elles s'étaient redevenues des mains. Puis ses yeux commencèrent à se fermer et il perdit conscience. Quand il revint à lui, il se sentit enfin en paix. Quand je suis sorti de l'exorcisme, je me sentis une nouvelle personne. J'imagine que c'est le sentiment que ressentirait une personne aveugle si elle pouvait soudainement voir, ou une personne sourde qui commencerait à entendre. J'avais le sentiment d'être guéri. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire à n'importe qui. Ce n'est pas physique, mais c'était quelque chose que je savais. L'exorcisme était donc un succès. À l'issue de cette cérémonie, plus jamais Bill Ramsey ne connut de nouvelles crises. En 91, un livre racontant son histoire fut édité par Ed et Lorraine Warren et Bill Ramsey.